L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Reda Amrani, expert en industrie. Il y a tellement de facettes dans le personnage que je préfère m'arrêter à celle-ci, parce que nous allons parler d'industrie aujourd'hui et de l'ambition industrielle de l'Algérie. Reda Amrani, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité encore une fois à Radio M. De vous recevoir à nouveau à Radio M. La semaine dernière, j'ai reçu M. Achaïbou, qui est dans la filière de l'automobile, le jour où le gouvernement algérien a annoncé son intention de rétablir l'importation de véhicules d'occasion. Et on a eu à échanger, pas seulement sur cela évidemment, mais de commenter cette nouvelle. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous, M. Reda Amrani? Plutôt imbécile plutôt que mauvaise. Pas un autre mot. Je suis sérieux. Je ne pensais pas démarrer cet entretien sur les chapeaux de roue. Une décision imbécile du gouvernement algérien? Mais heureusement, parce qu'ils ne connaissent ni le marché, ni les clients, ni l'Algérien. Aujourd'hui, l'Algérien moyen qui va acheter une voiture, il a le choix entre la voiture neuve et la voiture d'occasion. Le marché de l'occasion existe en Algérie. Je ne vois pas pourquoi aller chercher à importer des véhicules. Et vous avez sur Internet et vous avez des marchés hebdomadaires comme les marchés de bestiaux. Il y a des marchés de voitures à travers tout le pays. Alors je vais défendre le gouvernement une fois n'est pas coutume. Le gouvernement dit les assembleurs, entre guillemets, les quatre groupes qui arrivent à vendre des voitures neuves, parce qu'il y en a 4 pour le moment et pas plus. On peut les citer, c'est Renault Algérie, c'est l'entreprise de Tahkout à Tiaret, c'est Sovac à Redizane et c'est Kia à Batna. Ce sont les 4 qui proposent des voitures neuves. Vous avez aussi pour le les Chinois pour le moment, c'est 4. qui arrivent à Grand Le groupe Chéri qui arrive en 2020 peut-être. À Grand Enjambé, voilà, avec une usine bien intégrée. Bon, on est très loin du panel de l'offre mondiale d'automobiles. Enfin, il manque beaucoup de marques et de constructeurs. Mais au chalet, on va rester sur ces 4-là. Le gouvernement dit, ils vendent trop cher, on va leur créer une concurrence. La belle concurrence, c'est en augmentant le nombre d'industriels qui montent et qui sont obligés immanquablement à intégrer de plus en plus, soit à l'intérieur de leurs usines, soit à travers les équipementiers locaux. Et toute l'industrie des équipementiers est à développer en Algérie. Alors vous dites que pour que les prix des véhicules neufs assemblés en Algérie baissent, il faut qu'il y ait plus d'assembleurs. Plus il y a de fous, mieux on rit, plus il y a une concurrence atroce, ils sont en train déjà en train de baisser les prix. On va le constater, les amis auditeurs qui ne vous connaissent pas vont le constater au cours de cette émission, au fur et à mesure que nous allons la dérouler. Ils vont faire des économies en amont dans leurs usines qui produisent les kits, entre guillemets, comme on les appelle. C'est là que la bataille des coûts va se jouer. C'est la concurrence, elle sera en amont, elle ne sera pas en Algérie. Elle sera en Algérie pour autant que, aujourd'hui, regardez les annonces publicitaires qu'ils font. Ils vous vendent la voiture à crédit. Ils savent que l'Algérien a horreur de l'intérêt, soi-disant pour des raisons religieuses. Ils offrent du 0% d'intérêt parce qu'ils ont des stocks. Et aujourd'hui, ils vont venir progressivement au rachat de la voiture. Progressivement, ils vont installer un réseau de reprise de voitures. Ils vont dire à leurs clients, comme dans tous les pays du monde, on vous rachète votre voiture et on vous donne un crédit et vous avez ceci. Les règles commerciales qui ont prévalu ou qui prévalent actuellement à travers le monde vont prévaloir en Algérie. Alors vous dites que sous pression concurrentielle, ils vont devoir intégrer plus en Algérie. Et ceux qui vont dire en intégrant plus en Algérie, ils vont coûter plus cher parce qu'ils vont avoir affaire à des équipementiers nouveaux, au coût d'amortissement de leur investissement qui est relativement nouveau. C'est l'inverse. Ça va coûter plus cher de produire plus en Algérie. Vous croyez que fabriquer des pneumatiques en Algérie, fabriquer des jantes en acier, ou fabriquer des jantes en alliage d'aluminium, ou fabriquer des amortisseurs, ou fabriquer de la vitrerie automobile, ou de la sellerie automobile, vous croyez que ça va coûter plus cher qu'en Allemagne ou qu'en Suède? Ça va coûter, nous allons construire
être obligé de construire. Alors là, il faut changer d'échelle. Peut-être. C'est ce que je dis. On va être obligé de construire des usines de taille mondiale, de taille économique. On ne va pas construire des petits ateliers. On est obligé d'industrialiser selon les normes universelles. Et quand vous allez aux normes universelles, vous allez satisfaire en termes de qualité, de prix, les usines de première monte, ce qu'on appelle les équipements de première monte, vous allez satisfaire le marché de la pièce de rechange et vous allez satisfaire le marché de l'exportation. Vous allez avoir, comme toutes les usines des équipementiers mondiaux, 3 marchés minimum, l'export, la première monte et la pièce de rechange. Et vous dites que pour monter ces usines-là de taille mondiale, il faut d'abord s'adosser à un marché local d'assemblage assez large. Si vous avez aujourd'hui le marché a besoin en voiture neuve, puisque nous avons 6 millions on va se dire que la durée de vie d'une voiture pour être sécurisante pour les gens qu'elle transporte est de 10 années. Donc vous avez 6 millions, on va faire un calcul simple, il nous faut 600 000 voitures aujourd'hui par an pour garder le niveau de sécurité du parc algérien. Maintenant, dans les 5-10 ans, nous allons dépasser le million de voitures. Et je crois que nous sommes à moins de 100 voitures pour 1000 habitants. Donc nous sommes bien loin des 300 à 400 000 Européens et des 600 à 700 000 Américains. Vous comprenez? 600-700 voitures par 1000 habitants. Donc, nous sommes on va s'arrêter une seconde loin ici. de la moyenne normalisée. On est sous-équipé en automobile. On est sous-équipé. Il y a un marché immense devant nous. Et est-ce que vous passez sur une courbe où le monde avancé tend à moins utiliser la voiture versus véhicule versus transport collectif. Moins, c'est-à-dire la courbe ascendante a baissé. Ça veut dire. Alors en Algérie, vous pensez que ça, on va continuer à progresser? Vous croyez que les gilets jaunes, c'était quoi? C'est des gens qui ne peuvent pas vivre sans voiture, sans acheter de l'essence, sans payer une plus-value obligée par rapport à ceux qui habitent les villes et qui ont tous les transports en commun. En Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Vous avez vu les distances qu'il y a entre les villes, entre les contrées? Tout le monde pour aller au travail, tout le monde pour aller au champ, pour aller au chantier. Et il n'y a pas des trains, des métros ou des bus partout. Et donc vous dites qu'on va passer... l'estimation qu'on a faite avec M. Chaïbou la semaine dernière, c'était 300 000 véhicules en moyenne sur les 5 prochaines années. Besoin du marché algérien. Non, il est pessimiste. Il est pessimiste, bien en deçà. Optimiste, selon le point de vue duquel on se place. Mais je vous assure qu'il est en deçà. Imagine, quel est le pays d'Afrique qui a 1 600 000 étudiants, qui a plus de 70 universités? Ça veut dire que dans tous les 5 ans, tous les ans, vous avez 350 000 à 500 000 bac plus 3, bac plus 5 qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui s'installent en tant que classe moyenne et qui voudront s'équiper en voiture, en équipement de ménage, en logement. Ça veut dire que vous avez un marché immense qui se présente devant nous. On ne le regarde pas assez, selon vous? On n'a pas la prospective, la bonne, le gouvernement n'a pas la bonne prospective? L'actuel gouvernement ne voit rien, il est daltonien. Je suis sérieux en disant ça, il ne voit pas l'économie sous forme de vision stratégique et sous forme... Est-ce qu'il a des outils de simulation quand il essaie de prendre des décisions comme ça? Est-ce qu'il fait ne serait-ce qu'une analyse des aspects positifs, négatifs, des opportunités et des risques? Il ne le fait même pas, il n'a pas ces outils de la prise de décision. Il n'a pas les outils de la prévision pour essayer d'avoir des scénarios, des conséquences de ces propositions. Vous demandez beaucoup à un gouvernement qui est quasiment mort-né, mais on va quand même essayer de... Mais quel que soit le gouvernement passe, mais l'administration, les techniques de gestion, les techniques de gouvernement, les aides à la prise de décision, c'est des outils de l'État, c'est la continuité de l'État, quel que soit le gouvernement. Et là, il doit avoir ces outils. Alors, est-ce que vous redoutez pas quand même, et c'est peut-être le cas, que cette mesure, elle a juste on va dire un objectif populiste, c'est de dire qu'aux Algériens, on va vous restaurer quelque chose que vous avez bien aimé dans une autre période, et qu'on perd de vue l'aspect stratégique, c'est-à-dire que ça peut tordre le cou à des expériences d'assemblage dont on va encore discuter dans un moment, mais qui sont naissantes pour le moment. Est-ce que ça risque pas surtout d'avoir cet effet collatéral? Stopper l'expérience, plus personne ne va venir si le marché de l'occasion est ouvert. Je n'ai pas été violent en parlant d'imbécilité. Un peu quand même, si. Mais je vous assure, parce qu'ils ne connaissent pas le marché. Ils ne connaissent pas la réaction de la population et des citoyens. Ils ne les considèrent même pas comme des citoyens. Ils pensent les acheter avec ça. Ils pensent que c'est une mesure qui va leur plaire. Mais enfin...
Vous imaginez ce que c'est aller acheter une voiture d'occasion, la ramener d'Europe ou la ramener de n'importe où? Ça veut dire qu'il faut aller au marché de la devise. Donc la devise va doubler ou tripler. Et au détriment de qui? Au détriment de l'Algérie. Toutes les compétences qui peuvent aller monnayer leur talent à l'extérieur vont encore partir parce que l'argent algérien ne va plus avoir de valeur. Le salaire moyen par rapport au marché de change va tomber en dessous des 100 € par mois. Vous imaginez un chef de service dans un hôpital qui peut aller travailler n'importe où, un bon ingénieur, un bon entrepreneur qui peut travailler dans n'importe quel chantier dans le monde, qui va accepter de vivre avec un dinar qui va être détruit par cette opération. Il y a même pas l'analyse des conséquences socio-économiques de cette décision. Cette décision qui n'est pas nécessaire pour le marché. Le marché n'a pas attendu le gouvernement pour organiser le marché de l'occasion. Allez al Harash, allez à Tijil Babin, allez à Tajneb, allez à Sibdou, allez n'importe. C'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque les voitures neuves baisse de prix, le marché parallèle, le marché d'occasion baisse. Lorsque la disponibilité augmente en termes de voitures neuves, c'est-à-dire rapidité de livraison, la voiture d'occasion baisse. Il n'y a pas. C'est les lois de la bonne loi de l'offre et de la demande qui régissent ça. Alors la tendance de la baisse, elle n'est pas assurée puisqu'il y a des exonérations qui vont approcher de leur fin d'exercice et donc les prix de vente de ces voitures neuves risquent de se maintenir haut, voire de continuer de monter. Je pense pas. Je pense qu'avec l'apprentissage, ils vont monter en productivité, ils vont monter en assurance qualité, ils vont monter en zéro défaut. C'est ce qui leur permet, cette période de grâce, peut leur permettre d'atteindre un niveau technologique de fabrication, de montage, de contrôle de qualité égal à ceux de leurs concurrents à l'étranger. Donc, les gens vont avoir des coûts de production moindres et ils vont intégrer progressivement les chaînes de peinture. Ils ne peuvent pas continuer à importer des kits de métal. Monsieur Achaïbou a dit que c'est complètement insensé de demander à des distributeurs de devenir constructeurs dans leur pays. Construire des automobiles, c'est un métier qui a 2-3 siècles aujourd'hui d'expertise derrière lui. Ce sont les constructeurs qui font les voitures. Et en Algérie, le modèle qui a été proposé par monsieur Bouchouareb, c'est un modèle qui donne la part belle finalement à l'agent distributeur algérien qui peut pas, dans le cas de TMC à Tiaret, c'est le cas. Dans le cas de Sova, quand Volkswagen n'est pas engagé réellement en tant que tel, ce sont dans le cas de Kia à Batna. Est-ce que vous allez faire le distinguo entre Renault, où le constructeur est totalement engagé, et les autres expériences? Je pense que chaque constructeur a une vision stratégique de son développement en Algérie. S'ils viennent s'installer en Algérie. Et ce n'est pas des clopinettes qu'ils ont investi. Il ne faut pas croire que c'est... Si. Par contre, de ce côté-là, on a quand même des ateliers qui sont montés en 5 mois. C'est des hangars qu'on monte. Puis après, on est obligé, pour améliorer la productivité et le prix de revient, on a des ponts-levis à réaliser. À robotiser une première partie des lignes de montage et à robotiser une deuxième partie. Il y a une montée en intégration interne à l'usine qui est fatale, qu'on ne peut pas éviter pour essayer de rester sur le marché. Chacun a une vision stratégique de son industrie. Volkswagen était sollicité par le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Il a analysé les 4 marchés pour s'installer dans le sud du bassin méditerranéen. Oui, mais dans un modèle qui n'est pas un modèle intégrateur. Quand on a 10 véhicules, le modèle intégrateur, c'est d'avoir un ou 2 véhicules et sur la chaîne de production de ce véhicule-là, avoir les moyens de produire tous les éléments. En commençant par l'emboutissage, évidemment, pour avoir la forme du véhicule, etc. Quand on assemble 10 modèles différents, ça veut dire qu'en fait, on est en train de faire du 2-3% d'intégration. On fait 5 à 8%, c'est la réalité. Le problème n'est pas cette bataille de chiffres. On peut démarrer avec ça. Qu'est-ce qui nous garantit qu'on va remonter en intégration? On peut démarrer avec ça, c'est pas un problème. Je vous le dis, où le gouvernement a une vision stratégique et il continue pour cette industrie automobile de passer maintenant à l'intégration des premiers éléments universels pour cette industrie. Je donne un exemple. Les jantes automobile, le pneumatique, la vitrerie, la sellerie, comprenez, les amortisseurs, c'est des usines de taille mondiale qu'on peut réaliser
et qu'on peut immédiatement mettre à la disposition de ces assembleurs. Et à ce moment-là, ces assembleurs choisiront le nombre de modèles qu'ils pourront continuer à assembler de façon économique pour pouvoir les vendre sur le marché interne et pour pouvoir aussi les exporter. Le gouvernement devrait trouver des incitations pour que ces industriels exportent. La première des règles pour qu'on puisse développer une industrie automobile, c'est non seulement de satisfaire le marché interne, mais d'exporter. C'est en exportant qu'on reste compétitif en termes de coûts et en termes de qualité et en termes de prise de marché sur l'externe. Et c'est tout. Oui, mais Renault ne va pas se concurrencer avec les Dacia, avec les Logan produites à Oran, parce que celles qui produisent en Roumanie sont plus compétitives. Il ne va pas pouvoir les placer sur le marché international parce que l'assemblage à Oran, courbe d'apprentissage, on est d'accord et tout, fait qu'à la sortie d'usine, ça coûte plus cher. Faites-lui confiance. S'il s'est installé, s'il a un réseau mondial Il s'est installé parce qu'il a un marché captif en Algérie. Il est sûr de vendre les 55 000 ou 60 000 véhicules qu'il fait. Il va passer à 130 000, 140 000 il est sûr de les vendre. Il va les vendre. Mais lui, il a un réseau mondial, il va répartir sa production en ces différents sites de production à travers le monde. Et il va essayer d'optimiser ses productions et de pouvoir gagner des parts de marché à travers le monde. Il veut rester premier ou deuxième. Avec Nissan, ils sont premier ou deuxième mondial. Vous comprenez? Donc, ils sont troisième. Ils sont entre Toyota. Ils sont derrière Toyota et Volkswagen. Entre Toyota, Volkswagen et Renault, Nissan, vous allez avoir une concurrence terrible. Donc, il va s'appuyer sur les usines algériennes pour sortir un modèle qu'il pourra diffuser à quelques milliers d'exemplaires par-ci, quelques milliers par-là. Vous comprenez? Ils savent ce qu'ils font. Ils ont, eux, une stratégie. Est-ce que nous avons une vision stratégique? Pour le moment, ils savent ce qu'ils font. On est sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Pour le moment, ils ont des marges de profit qui sont considérables grâce aux exonérations et grâce à un marché qui leur a été quand même réservé puisqu'on a stoppé les importations. Mais je me répète, les exonérations sont normales pour pouvoir compenser l'inexpérience de notre main-d'œuvre et l'inexpérience de notre logistique en démarrage. Donc vous compensez. Mais au fur et à mesure qu'ils maîtrisent, qu'ils gèrent de mieux en mieux, que leur personnel est mieux formé, que leur circuit de logistique fonctionne mieux. Donc leurs coûts de revient vont baisser, ils vont être concurrentiels et ils n'auront plus besoin de tant d'aide. Mais qu'on continuera à les aider, il faut continuer dans notre stratégie à développer cette industrie automobile parce qu'elle crée des milliers d'emplois. Il est facile de dire on peut supprimer ceci. Supprimer l'emploi de façon administrative, c'est simple. Mais on crée d'autres, on crée de nouveaux. Au fur et à mesure du développement de cette industrie automobile, ce n'est pas simple. Madame, qu'on s'entende bien. Moi, je n'ai pas d'avis tranché, c'est vous l'expert. Je rapporte. Je ne suis pas expert, mais moi, j'essaie de réfléchir. Le point de vue des uns et des autres. Oui. Le point de vue des uns et des autres. On avait... l'AC2A, l'association des concessionnaires automobiles, parle de 100 000 emplois. On n'est pas obligé de prendre ce chiffre tel qu'il est. On va le diviser par deux. 50 000 emplois dans le réseau de la distribution automobile. Des emplois qualifiés, de maintenance, de services après-vente, de commerciaux, etc., de financiers, parce qu'il y avait la partie financière et tout ça. 50 000 emplois qui ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité, avec cette filière-là, de reconstituer en mieux de la valeur ajoutée qualifiée avec la filière industrie? Ça tarde. Il ne faut pas être expert, c'est une simple arithmétique. Si vous devez c'est parce qu'on n'a pas vu d'ingénieur algérien. Si vous devez monter à 500 000 voitures à distribuer, vous devez avoir des réseaux de vente, des réseaux de services après-vente, des garages pour stocker, des garages pour entretenir. Vous allez avoir des financiers pour préparer le crédit automobile, le suivre. Donc vous allez créer autant, si ce n'est plus, autour de cette industrie. C'est pas les 50 000 ou 100 000 des concessionnaires. Nous allons avoir dans les 150 000. Il faut être réaliste. C'est une simple arithmétique. Je ne veux pas réinventer la poudre dans ce domaine-là. Donc, les gens qui rétorquent, qui disent dans les grands pays industriels, il y a pas on n'a pas tous les constructeurs qui s'installent. Donc l'offre de véhicules, de toute façon, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc les 4 qui sont déjà installés, peut-être 2 ou 3 autres. Il y a Peugeot, mais on a déjà pris du retard sur l'investissement Peugeot. C'est chinois de Chery avec le groupe Mazuz Astef. Mais on est quand même dans une configuration oligopolistique. Je vais vous dire, je vais être anecdotique même.
Quand j'entrais au lycée à la fin des années 50, au milieu des années 50, la France avait 42 millions d'habitants. Elle avait combien de constructeurs? Elle en avait 6 ou 7 installés en France. Peugeot, Renault, Citroën, Panhard, Simca, Opel. Elle avait 5 ou 6 pour 42 millions d'habitants. Nous, on est à 45 millions, on va atteindre les 50 millions. On a un plus grand réseau routier que la France. Et nous allons avoir besoin de 5 ou 6 grands constructeurs. Alors, après, à eux de se débrouiller pour bien se concurrencer, pour revenir à des prix normalisés. Nous, ce que nous devons faire, nous devons agir, c'est d'installer de grands équipementiers pour exporter une partie de ces équipements, avoir de grands équipementiers pour réduire la facture importation en devises, pour créer encore de l'emploi et pour créer la bonne concurrence entre ces différents constructeurs. Nous avons un réseau, un marché qui nous permettent de voir cela si nous gardons notre vision stratégique, si nous ne prenons pas des décisions bureaucratiques et intempestives à chaque difficulté que nous rencontrons, et hop, on arrête, on freine. C'est terrible. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de continuité de l'État. Il n'y a pas de confiance dans ce pays. C'est terrible, moi. Donc vous considérez que c'est le message qui vient d'être lancé avec cette histoire de retour à l'importation de véhicules d'occasion, c'est un message qui peut bloquer les nouveaux projets dans l'assemblage, dans la filière industrielle? Il bloque tout. Il bloque les investisseurs dans les autres domaines. Voilà un gouvernement intérimaire qui n'a même pas une légitimité démocratique totale ou partielle ou quoi que ce soit, qui prend des décisions stratégiques, qui remet en cause les engagements pris par le gouvernement algérien avec les investisseurs, que ce soit dans l'automobile ou dans le reste, et qui change de décision comme ça face à une difficulté. Quel est le pays qui n'a pas de difficultés financières en ce moment? Quel est le pays qui ne cherche pas les solutions à ces difficultés? Mais on ne change pas de politique de façon aussi diamétrale que cette fois-ci. C'est un signe très mauvais que nous donnons. Alors qu'aujourd'hui, les télévisions du monde entier ont vu le Hirak algérien, des Algériens qui manifestent dans la joie, dans la propreté, dans l'ordre, qui ne cassent pas un vitre. Les Allemands m'ont dit, on a vu des manifestants qui n'ont pas cassé une seule vitre. C'est un atout touristique extraordinaire. Au lieu de développer cela, on donne des signes aussi abjects aux investisseurs. C'est terrible, je vous dis que c'est une incompétence politique. Alors, la compétence... Je ne suis pas violent, je suis lucide en disant ça. Vous avez, Reda Amran, au passage, bien fait de pointer on va dire les niches dans le métier des équipementiers sur lesquels les Algériens peuvent avoir des avantages comparatifs et être des fournisseurs, non pas seulement pour l'industrie en Algérie, mais dans le monde. Vous avez cité, là c'est tout ce qui tourne autour de donc les jantes, les pneumatiques, la vitrerie, la sellerie, voilà. Les systèmes de frein, les amortisseurs. Tout ça est intégrable en Algérie. On a les biens intermédiaires pour les faire. Alors, pourquoi ça n'a pas encore démarré? On a une usine, je crois, à côté dans la vallée de la Soumama. On a construit toute une usine pour le textile automobile. Oui, plus loin, Arsar, je crois. Arsar ou Aqbou. Une immense usine. Allez la mettre à niveau. Et vous verrez elle peut satisfaire la demande, on peut l'agrandir, il y a de tout pour ça. On a des usines de batteries qui existent partout, des systèmes de plaquettes de frein qui se développent. Donc toute cette dynamique, vous voulez la casser avec une décision d'un fonctionnaire. Bon, en même temps, est-ce que c'est pas un peu exagéré quand on dit, bon, vous venez de dire, c'est compliqué d'aller acheter un véhicule en Europe et tout ça, c'est pas une mesure... L'appoint, voitures d'occasion qui vont venir de l'étranger, on peut le situer à combien? Là, c'est déjà 70 000 par an. Hein. Avec du neuf. Avec du neuf, c'est déjà 70 000 par an. parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter les modèles qui sont en Algérie et qui ils peuvent aussi utiliser... Il faut leur faire payer les taxes qu'il faut. Moi, celui qui importe, alors que je produis, je fais des barrières tarifaires et non tarifaires. Je crée l'emploi. Mais on va rater l'objectif que le gouvernement prétend pouvoir poursuivre, c'est-à-dire de créer une pression sur ceux qui produisent en Algérie. La pression, vous la créez en faisant en sorte qu'il y ait une bonne loi de l'offre et de la demande, qu'il y ait une concurrence loyale, que le gouvernement vérifie qu'il y a une concurrence, qu'il n'y a pas d'entente entre les constructeurs. Tous les pays du monde font ça. Tous les gouvernements compétents font en sorte que les lois de la bonne concurrence sont respectées par tout le monde. C'est ça sa mission de régulation. Ce n'est pas de décider d'autrement. Il faut qu'il y ait une concurrence loyale entre les fabricants.
Et que c'est la loi de l'offre qui va déterminer les prix et que c'est la compétence, la productivité, les gains de productivité, les gains dans l'innovation qui doivent permettre à ces constructeurs de fournir un produit commercial en qualité et en prix. Et c'est tout, et avec des services, comme on dit, très efficients. Alors, on peut pas finir cet entretien sur la filière automobile et son avenir sans évoquer le cas du Maroc, qui a choisi, lui, de donner beaucoup d'avantages à un méga constructeur mondial, Renault et Nissan, mais pour faire une usine beaucoup plus intégrée que ce que fait Renault à Oran. Est-ce que c'était pas ça le bon modèle qu'il aurait fallu suivre avec un autre constructeur? Moi, je pense que le Maroc, j'ai lu les analyses qu'ils ont faites. Ces usines ne rapportent rien au Maroc, parce que c'est des usines qui sont en offshore. Que ce soit Renault ou Peugeot qui est en train de démarrer. Ça emploie des Marocains déjà, ce beaucoup de Marocains. Ce sont des usines en offshore. Ils offrent un emploi aux Marocains. Le Maroc leur vend de l'électricité, leur vend de l'eau, leur vend de l'énergie, mais il n'y a pas de fiscalité. Quand la voiture rentre au Maroc, elle paye ses taxes comme si elle... Mais c'est des usines offshore. Et ces usines qui obéissent à une stratégie différente de la nôtre. Et les constructeurs acceptent de s'installer chez nous comme ils acceptent au Maroc. La stratégie adoptée par le Maroc, ça permet d'implémenter quand même un très large réseau d'équipementiers. Ce que vous voulez oui, mais les constructeurs ont ramené, le constructeur a ramené ses équipementiers avec lui. Maintenant, lorsqu'ils ont installé les usines, en parallèle, ils sont en train d'installer, ils avaient déjà des équipementiers et ils installent parce que le Maroc exportait des produits, des équipements automobiles ou des équipements de pièces de rechange, pas de première monte. Rares étaient les usines qui étaient qualifiées pour faire de la première monte en termes d'équipement. Donc, ils avaient, comme les usines qu'on trouve dans le sud-est asiatique et tout, des usines pour la pièce de rechange. Mais la première monte, c'est une qualification assez élevée et nous, on doit démarrer par cela en termes d'équipement automobile. C'est pour ça que je vous ai dit des usines de taille mondiale avec un niveau qualitatif top élevé, avec les constructeurs, qu'on doit le faire avec les possible avec le 51-49 51-49, je pense qu'au départ, on ne pouvait pas y échapper parce qu'on n'avait pas les moyens, et je dis bien, de pouvoir permettre dès le départ à ces transferts monstrueux. On allait avoir des transferts de devises. Là, les simulations ont été faites par nos financiers. Et là, l'exportation de ressources en devises allait être supérieure. Enfin, la simulation a été faite, M. Hamlan, sur le cas Sawiris et Jay-Z, qui était peut-être celui qui permettait de ressortir des devises en grande... C'était des échantillons représentatifs. Tout le monde ne faisait pas les marges de la... Il y avait aussi... Jay-Z était une licorne. L'usine d'engrais avec les Égyptiens aussi, une calamité, celle-là aussi. Donc, les évaluations ont été faites. Et si on généralisait au PMI et tout, nous allions avoir une facture de devise supérieure à 2-3 fois celle d'un endettement classique à 30 à 40% de la PIB en endettement. On allait avoir quelque chose de vraiment contraignant et même qui allait nous empêcher de nous développer. Je n'ai jamais entendu un véritable industriel, se plaindre du 51-40. Les étrangers s'en plaignent tout le temps, mais bon, peut-être qu'on n'écoute pas les mêmes, les industriels. Mais non, bon. on les écoute. Le seul qui... Depuis, on garde nos dividendes en Algérie, mais on n'a plus d'investisseurs étrangers. Voilà, donc là, le problème est réglé. Pourquoi vous croyez que c'est ça qui bloque ce qui bloque l'investissement étranger en Algérie, c'est l'attractivité du pays. Ce n'est pas le 51-49%. Le pays, est-ce qu'il est attractif? Non. Est-ce que, je vous donne un simple exemple, même nos ingénieurs ou nos chefs de service d'hôpital, quand il est dans un hôpital à Djelfa ou à Sétif, quand il sort d'une journée harassante où il a fait 3 ou 4 interventions chirurgicales, il a eu une vingtaine de patients à traiter, quand il rentre chez lui, est-ce qu'il peut aller sortir avec son épouse et ses enfants, aller se dire, est-ce qu'il a un club de tennis? Est-ce qu'il a un club de golf? Est-ce qu'il a des amis qu'il peut rencontrer dans un club de bridge ou de belote? Est-ce qu'il a un théâtre ou des troupes de théâtre ou des troupes de ballet qui passent? Il est là face à sa télé, face à son Internet. C'est tout ce qu'il a. Il y a la qualité de vie
n'est pas organisé pour en tirer, pour rendre le pays attrayant. L'attractivité du pays, ce n'est pas seulement la beauté du pays. Il faut organiser toute une industrie de loisirs et du temps libre. Du temps libre. Et c'est valable pour les compétences algériennes comme pour les compétences étrangères qui viennent travailler. Complètement. Et on n'a pas pensé à ça, on ne cherche pas à penser à ça, on ne réfléchit pas à ça. Si, maintenant, on le cherche. Depuis le 22 février, on est en train de nous découvrir entre Algériens dans une autre trajectoire. Une autre Algérie, et c'est ce qu'il faut. Ça fait partie de nos stratégies de développement. Si on le fait, moi j'ai vu en Irak, en pleine guerre, avec l'Iran. Vous savez, le club des ingénieurs du pétrole, le club des mines, le club des enseignants, c'est des clubhouses avec gazon, piscine, terrain de tennis, où les gens viennent en famille se distraire, viennent se reposer. Pas en pleine guerre, ils ont le style anglais, ils ont adopté le style anglais. Mais les gens sont détendus, ils savent, ils sont invités à tel autre club. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sera l'objet d'un autre sujet qu'on va rapidement évoquer dans les prochains jours. C'est la filière, évidemment, de l'industrie du tourisme. On est à l'approche de l'été. Notre prochain invité en parle. Un dernier mot, s'il vous plaît. Même dans cette industrie ou quoi, ce gouvernement, sa première priorité, au lieu de restreindre les importations, il y a 10 jours ou 15 jours, on nous parlait de stratégie d'exportation. Des priorités à ce gouvernement, c'est de mener une stratégie opérationnelle d'exportation. Tout peut être exporté. On doit exporter, même s'il faut exporter 70% de nos aciers produits ici, certaines conjonctures, lorsqu'on est en baisse, point de vue ressources, exporter, il faut transformer le pétrole, tout ce qui va arriver dans les raffineries qui montent, les usines pétrochimiques qui montent, il faut exporter. Tout ce qui est exportable doit l'être. Et aujourd'hui, on a construit, il y a plein d'hôtels qui s'ouvrent. Les agences touristiques, il faut les mobiliser pour remplir ces hôtels. Alors là, c'est plus de leur problème, hein. C'est le problème du visa. Il ne faut pas se raconter d'histoire. L'Algérie est un pays inaccessible. Mais ce pays, qu'est-ce que le visa? On prend des décisions administratives aussi bêtes de bloquer, de ramener des voitures d'occasion, et on ne prend pas une décision aussi positive, aussi rentable que de faciliter le visa aux visiteurs étrangers. Qu'est-ce que ça prend? L'honneur de l'Algérie va être jeté par terre. Où est la dignité de l'Algérie? La dignité de l'Algérie, c'est quand il est en train d'exporter des services, des ressources, des produits de son travail. C'est là, il faut qu'on devienne un pays exportateur. Absolument. Et c'est ça notre véritable stratégie. Ce n'est pas si je dois importer 100 et exporter 105, j'ai déjà gagné ma vie. Et ce n'est pas en diminuant que je vais augmenter mes exportations. Il y a un logiciel qui n'a pas changé et il ne risque pas de changer avec le gouvernement intérimaire dont vous avez parlé, surtout pas celui-là. Il faut laisser les jeunes prendre le pouvoir, ils vont émerger, ils vont avoir de nouvelles idées. Eux, le visa ne va pas être une contrainte pour eux. Complètement. Ils vont le liquider. Regardez maintenant, en Thaïlande, vous arrivez à l'aéroport, vous faites votre visa. Et comme la Thaïlande reçoit des millions de touristes. Complètement. Tout le monde fait ça. Pourquoi? Nous, on va embêter les gens. Va au consulat, va ceci, à l'ère de l'électronique, à l'ère de la numérisation totale. Damlan, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous entretenir ce matin. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum.